Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Et puis il est 20 heures. J'entends les cloches qui sonnent. C'est normal, j'habite rue de l'horloge. Bon, elle est facile, mais vous m'entendez bien parce que la semaine passée ça a été une catastrophe. J'ai fait mon stream pendant une demi-heure sans que personne m'entende. Et puis personne ne disait rien. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? J'ai regardé, je me suis dit, mais il y a du monde pourtant. Et en fait, il y a plein de gens qui me l'ont signalé, mais par Messenger. Mais comme je coupe tous les autres réseaux pendant le Twitch pour pas être dérangé, donc je coupe les mails, je coupe tout, euh, j'ai découvert ça après. Et oh, Pascal, on t'entend pas. Pascal, tu peux mettre le son. Alors voilà, donc normalement, il y a le son. Euh, vous allez bien? Est-ce que vous avez lu? Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde, c'est sympa. Est-ce que vous avez lu des choses cette semaine? Euh, ou est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont lu n'hésitez pas à parler dans le chat. Euh, Moi, cette semaine, c'était sympa. On a été samedi, on était à Neuchâtel euh, avec pas mal d'éditeurs des éditions Lambda, une quinzaine. Et puis, il y avait aussi les éditeurs des Forges de Vulcain qui étaient là, dont un auteur qui est aussi éditeur à l'œil d'or. Ah, mais tiens, je crois que j'ai un bouquin. Voilà. J'ai commencé à lire ce livre, Musique, trans et guérison. En fait, c'est la voix des Gnawa du Maroc. Et je trouve ça passionnant. C'est assez génial. Je vous lis un petit passage hyper intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez les Gnawa, enfin la musique Gnawa. Moi, j'ai découvert ça au Maroc et je me suis retrouvé à Essaouira. Et là, c'est là où il y a un festival de musique Gnawa. J'ai découvert ça. Et j'ai un Gembri qui est juste ici, là, que j'ai ramené du Maroc. Voilà. Un culte de la marge. La première image à considérer est bien évidemment celle de l'africanité. Celle-ci n'est cependant pas réductible à une identité ethnique particulière. Du Maroc à l'Inde, les cultes des esclaves se sont développés sans avoir besoin d'une référence exclusive à une liturgie culturelle précise. Si les Gnawa du Maroc peuvent légitimement invoquer des ancêtres chasseurs bambara, ceux de Turquie ou d'Iran sont historiquement liés à des populations de l'Afrique de l'Est rasiées par les Arabes et les Portugais, le port de Zanzibar ayant joué un rôle clé dans l'histoire de la traite en Afrique. La force présente de cette africanité est donc à rechercher dans sa symbolique. Se poser en descendant des esclaves noirs permet, parallèlement aux représentations propres à la négritude spirituelle dans le mysticisme musulman, de jouer d'une altérité magico-religieuse reconnue. Au regard de l'imaginaire marocain, le noir a su garder le contact avec des forces occultes mystérieuses, mais redoutablement efficaces, auxquelles les maîtres ordinaires de l'invisible n'ont pas accès. À la différence du sorcier arabe qui ne peut travailler qu'avec des génies soumis à la puissance du Coran, le noir, lui, peut faire appel à des entités à la fois étranges et étrangères. Ouais, et c'est vraiment marrant parce que le, il y a la musique Knawa, mais il y a aussi le fait d'être en transe, le fait d'être. Enfin, c'est une. Si vous ne connaissez pas, allez écouter de la musique Gnawa. Mettez ça sur votre ordi, musique Gnawa, et vous allez voir, en fait, il y a toute une forme de répétition. Euh, Moi, j'ai été très touché par cette musique, ça m'a fait vraiment penser de la musique répétitive, style Steve Reich. C'est absolument aucun rapport, hein, mais je veux dire, le principe de la répétition comme ça, puis de l'avancée d'un son, et puis ces musiciens et ces chanteurs, c'est fantastique. Voilà. Alors, puisqu'on était au Maroc, on va rester dans le coin, enfin dans le coin. On va continuer sur le long de la mer, puis on va aller. Ah oui, alors ça je me rappelle. Donc c'est Bertrand L, musique, trans et guérison, la voix des Gnawa du Maroc, et c'est aux éditions L'œil d'or. Voilà. Et là, je vais vous lire un texte un extrait d'un bouquin qui vient de sortir, euh, qui est magnifique. Moi, j'adore cet éditeur, qui s'appelle 33 morceaux. Et c'est Gastone Novelli, Voyage en Grèce. Et en fait, l'ouvrage est en bilingue.
Alors, moi, je ne vais pas vous le lire en italien, euh, parce que voilà, euh, je vais vous le lire en français. Je vous lis le quatrième de couverture. Euh, il existe un territoire assez grand, couvert de montagnes, inconnu de tous, qui n'est signalé sur aucune carte. Et la traduction est de Thierry Gilliboeuf, et c'est suivi de Novelli ou Le problème du langage de Claude Simon. C'est pas mal. Et Thierry Gilliboeuf, il a traduit aux éditions d'Endroit où je travaille, entre autres Fabiano Alborghetti, voilà, de l'italien. Écoutez comme c'est beau. Puis en plus, c'est très illustré. C'est un bouquin qui est très illustré. Et des illustrations de Novelli. Voilà. Où est-ce que j'en ai vu? Très sympa. Les bateaux qui assurent la navette avec les îles sont incroyablement vieux, déglingués et sales. Il n'existe ni horaire ni service. Il est impossible de se procurer un siège, même en première classe. Et, si on en trouve un, sitôt assis, on est immédiatement recouvert d'enfants, de vieux, de valises, de paquets, et assourdi par le bruit infernal des machines. Durant la nuit, le bateau doit être sorti de la poche de l'espace. Parce que le matin, tout semble être revenu à la normale. Et dans l'île de Rhodes, les villages ne sont plus aussi blancs et les gens comptent beaucoup leurs sous. Je suis jamais allé en Grèce, mais devant les maisons, il règne une grande chaleur. Et il y a des milliers de mouches qui empêchent de rester assis à l'ombre, tandis que le Chinois, qui en réalité est américain, regarde toujours par terre pour ne pas courir le risque d'un good morning inopiné. D'autant plus improbable que je suis le seul à passer à côté de lui. Et il reste accroupi devant sa porte, qui est un peu plus qui est à un peu plus de 2 mètres de la mienne, aussi envahi par les mouches et exposé au même soleil. O'Connor dit que cet Américain est un sociologue. Pour ma part, je crois que c'est plutôt quelqu'un d'un peu limité et qui vit sous l'influence de ce que Jung appelle l'archétype de la basse extraction du Rédempteur. Polly Home vit à Lindos depuis 3 ans et dit que les gens d'ici cherchent toujours à t'extorquer de l'argent. Pendant toute une année, chaque matin, le maraîcher a faim de se tromper en lui rendant la monnaie, et chaque fois, Polly a dû lui faire remarquer l'erreur, était toujours de 10 drachmes. Tous les objets que l'on cherche à acheter, même s'ils portent une date, 1892 par exemple, sont vendus comme très anciens, vieux d'au moins 100 ans, donc très cher. Durant toute l'occupation turque, Lindos a été un centre de marchands. Aujourd'hui, à 10 heures du matin de la fin août 1963, 2 ans jour pour jour après avoir commencé, le voyage est terminé. Ah, je vous ai pas mis les références. Alors, je suis pas très, j'ai pas la aura ce soir, donc euh, voilà, je vais vous les noter comme ça. Bon, il y en a certaines que j'avais préparées, mais en fait, il y a certains bouquins, je me suis dit ah mais je pourrais prendre celui-là, je pourrais prendre celui-là aussi. Donc euh, voilà, je note vous pouvez parler pendant ce temps-là, pendant que je tapote. N'hésitez pas à mettre les mots. Et puis tac, je mets ça. Édition L'œil d'or. Bon, il y aura peut-être des fautes, hein, vous aurez la référence des livres. Ça, c'était le premier dont je vous ai parlé. Hop, celui-ci. Et puis le deuxième, je ne vais pas dire le second parce qu'il y en aura d'autres après. Alors, Novelli, hop. Et je vous mets le texte, le titre uniquement en français, hein, je vous le mets pas en italien. Mais je vous ai dit qu'il était traduit de l'italien. Et l'éditeur magnifique qui se nomme 33 morceaux. Hop. Et voilà.
que pendant ce week-end, c'était assez génial. C'était un week-end, enfin samedi, vraiment superbe. Et on a fait euh, des lectures tout le temps en fait. Et puis dans la librairie, donc c'était la boutique du livre à Neuchâtel. On a fait des lectures dans la librairie et dans la rue. Et dans la rue. Et puis c'était assez marrant parce que il y a un moment on faisait des lectures dans la rue et puis on apprend que Philippe Solers est mort. Oh, mon Dieu, Philippe Solers, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Solers, le pape, bref, je vais dans la librairie et je récupère un exemplaire de Petit déjeuner chez Tyrannie. J'ai pas pensé à le prendre, mais en fait c'est Petit déjeuner chez Tyrannie. C'est écrit par Pierre Jourde et c'est le récit de la rencontre au restaurant avec Pierre Jourde et comment elle s'appelait, l'ancienne responsable du Monde, Josiane Savigno. Et Josiane Savigno et Philippe Solers, c'était, comment on pourrait dire, les cadenas du livre. C'est-à-dire que Josiane Savigno était responsable du Monde des livres, Solers était à Gallimard, était partout, et on ne pouvait rien faire sans eux. La meilleure preuve, c'était que quand Solers sortait un bouquin, il y avait toujours une double page de son bouquin chez Gallimard dans le Monde des livres. Enfin, c'était impressionnant. Puis une petite anecdote, quand l'éditeur a sorti ce bouquin, euh, il a eu tellement peur qu'il y ait des retombées sur sa maison d'édition qu'il a changé son contrat de mariage. Et en fait, la meilleure attaque de Josiane Savigno et Solers, ça a été de bloquer tout. Il n'y a eu aucun article sur ce livre-là, sur Petit déjeuner chez Tyrannie. Mais si vous le trouvez, je vous note juste le titre, Petit déjeuner chez Tyrannie. C'est un petit bijou ce livre. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde du livre, c'est vraiment pas mal. Je sais plus comment et donc c'est aux éditions La Fosse aux Ours. C'est un bouquin, j'adore ce livre. Je l'ai quelque part, mais je n'ai pas préparé. Voilà. Mais voilà, c'est un petit bijou. Et oui, ça permet vraiment de voir tout ce monde du livre qui est totalement bloqué par une ou deux personnes, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas bavard ce soir, vous m'entendez bien, j'espère. On va continuer dans le monde du livre. J'ai trouvé ce bouquin-là. Là, tout de suite, je suis en tournée, en fait. Je passe dans les librairies de Suisse romande, et puis je présente le programme des éditions, et puis d'autres maisons d'édition. Puis évidemment, quand on passe dans une librairie, et puis qu'on aime lire, il y a des choses comme ça qui passent. Et puis, j'ai trouvé ça marrant, parce que c'était Cher monsieur l'éditeur de Laurent Tournesac, enfin une réponse au nom des manuscrits refusés. Et nous, on est confrontés dans notre maison d'édition à ça, au fait qu'on est très peu, on est deux, trois dans la maison d'édition, et on reçoit, je sais pas, 2 manuscrits par courrier par jour et 2 manuscrits par mail par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire quand on a des bouquins à créer. Euh, on a beau lire la nuit, lire le jour, lire le matin, le midi et le soir, on n'arrive pas, quoi. Et je me suis posé la question, je me disais, mais comment on fait pour accepter un manuscrit? Il y a les lettres toutes faites, et puis il y a quand même, je vais vous noter la référence. Il y a un truc qui m'a toujours amusé, c'est de voir que tous les éditeurs arrivent à se planter à certains moments, et puis il y a un bijou qui passe là, puis en fait on ne le prend pas. Et je vais vous lire des petits extraits comme ça. Euh, Soit des réponses à des auteurs. Par exemple, il y a, il y a Bozzi qui répond à Joyce, qui lui dit
Cher monsieur Joyce, je voudrais pas paraître trop familier ou personnel, mais je connais un excellent orthophoniste qui pourrait vous aider. Monsieur, celle-là, j'avoue que je ne sais pas si je me permettrais en tant qu'éditeur de faire des réponses comme ça, mais, mais bon, c'est extraordinaire. Ça me fait penser aux critiques littéraires des années 20-30 qui se permettaient de dire des choses extraordinaires comme ça. Powells, à la fin de sa vie, à la fin de ses notes, indique que Beckett, tout de même, c'est Kafka avec la lourdeur et les enfantillages américains. Il y a de l'éléphant qui marche sur un service de cristal là-dedans. Ah, les comités de lecture aussi, c'est pas mal quoi. Vous imaginez les gens qui sont là en train d'ouvrir votre manuscrit et qui font des critiques comme ça, c'est assez terrible. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est François Nourricier, en fait, 5 minutes qui dit 5 minutes avant d'avoir signé votre contrat, qui fut, rappelons-le aussi, oui, Nourricier, il fut aussi éditeur, vous serez encore une sorte d'être humain, sollicité, respecté, flatté. 5 minutes après, vous ne serez plus qu'un nom de catalogue, une fiche de planning. L'édition à Paris est entrée en décadence lorsque cet état d'esprit est né. Alors j'espère qu'il n'y a personne qui sort prochainement un bouquin, parce que là c'est vraiment le truc à décourager, quoi. Mais non, alors ça dépend des maisons d'édition. Il suffit de pas être à Paris. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais lire aussi? J'avais d'autres extraits. Hop. Euh, ah oui. Euh, une- Par rapport à Proust, ça c'est Jacques Normand. Il met euh, au bout de 712 pages de ce manuscrit, 712 au moins, car beaucoup de pages ont des numéros ornés d'un bis, ter, quater, quinque. Après d'infinies désolations d'être noyé dans d'insondables développements et de crispantes impatiences de ne pouvoir jamais remonter à la surface, on n'a aucune notion de ce dont il s'agit. Qu'est-ce que tout cela vient faire? Qu'est-ce que tout cela signifie? Où tout cela veut-il mener? Impossible d'en rien savoir. Impossible d'en pouvoir rien dire. Voilà. Proust, la recherche du temps perdu. Et puis je termine par euh, on évoque aussi à la NRF des gens comme Schlumberger, qui se pincera le nez au-dessus du livre, plein de duchesses, un livre de Gide. Michel Reuters, qu'il trouvera tout simplement mal écrit. Euh, Henri Géon, qui décrétera qu'il s'agit d'une œuvre de loisir, le contraire d'une œuvre d'art. Et en fait, ça, c'était par rapport à un bouquin de Gide, mais alors lequel, je ne me rappelle plus. Enfin voilà. Voilà. Cher monsieur l'éditeur, aux éditions des Cherche Midi, c'est très marrant. Alors, j'avais mis une cigarette, je bois un peu de café, le temps que vous parliez, que vous mettiez un mot, savoir si vous êtes bien arrivé, si vous n'êtes pas tombé sur un pavé en arrivant. Si vous avez vos casseroles à côté de vous, je sais pas, moi, des choses comme ça. Et pour vous aider, j'ai trouvé Marianne Henkel. Marianne Henkel, une petite histoire de l'anarchisme. Hmm. Ça vient tout juste de paraître. J'ai pas eu le temps de le lire encore. Mais Marianne Henkel, elle est, c'est elle qui s'occupe du CIRA, le centre anarchiste à Lausanne. C'est une personne que j'aime beaucoup, avec qui on travaille régulièrement. Dernièrement, on a fait une rencontre dans un cinéma à Lausanne autour de Santé Notar Nicolas, voilà, avec Jacques Fazel. Enfin, c'était vraiment très chouette. Et là, il y a Kropotkin. Kropotkin commente dans ses mémoires l'état d'esprit qui était le sien au lancement du Révolté. Donc le Révolté, c'est une revue, un journal, en 1879. Je vous dis 79 parce que c'est écrit par Marianne Henkel, qui vit dans le canton de Vaud. La littérature socialiste n'a jamais produit beaucoup de livres. Elle s'adresse aux travailleurs pour lesquels un sou est de l'argent. Et sa principale force réside dans ses petites brochures et dans ses journaux. Mais les journaux socialistes ont souvent une tendance à devenir de simples recueils de plaintes sur les conditions existantes.
On y relate l'oppression des ouvriers qui travaillent dans les mines, dans les fabriques, dans les campagnes. On y dépeint sous de vives couleurs la misère et les souffrances des ouvriers pendant les grèves. On insiste sur leur impuissance à lutter contre leurs patrons. Et cette succession d'efforts inutiles et sans espoir, décrite dans chaque numéro, finit par exercer sur le lecteur l'influence la plus déprimante. J'estimais au contraire qu'un journal révolutionnaire doit s'appliquer avant tout à recueillir les symptômes qui de toutes parts présagent l'avènement d'une ère nouvelle, la germination de nouvelles formes de vie sociale, la révolte grandissante contre des institutions vieillies. Faire sentir à l'ouvrier que son cœur bat avec le cœur de l'humanité dans le monde tout entier, qu'il participe à sa révolte contre l'injustice sociale, séculaire, à ses tentatives pour créer de nouvelles conditions sociales. Voilà quelle devrait être, à mon avis, la tâche principale d'un journal révolutionnaire. C'est l'espérance, et non le désespoir qui fait le succès des révolutions. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que je me dis qu'effectivement, euh, les gens qui luttent, tout ça, c'est pas des gens obligatoirement qui ont beaucoup d'argent. Euh, le Sbeul. Ah, oh, FX Kuka, tu viens d'arriver. Il faut que je te relise un extrait. Euh, Bonjour FX Kuka. Oui, alors attends, le Sbeul, ouais. Attends, il faut que je te lise un extrait d'un truc que j'ai lu tout de suite. Euh, je suis désolé de te lire ça, mais j'ai pensé un peu à toi tout de suite. Je sais pas pourquoi. Euh, c'était dans le précédent livre, Cher Monsieur l'éditeur. Et voilà. 5 minutes avant d'avoir signé votre contrat, nous dit Nourricier, qui fut, rappelons-le, aussi éditeur, vous serez encore une sorte d'être humain, sollicité, respecté, flatté. 5 minutes après, vous ne serez plus qu'un nom de catalogue, une fiche de planning. L'édition à Paris est entrée en décadence lorsque cet état d'esprit est né. Et j'ai ajouté quand même que c'est pas tous les éditeurs qui sont comme ça. J'ai pensé à tout. Alors, ouais. On dirait du Céline dans le texte. Marianne Henkel, le petit extrait que j'ai lu tout à l'heure ou celui sur le contrat. Parce que celui sur le contrat, on dirait pas du Céline. On dirait du Céline dans le texte. Alors, voilà, une petite histoire de l'anarchisme. Et c'est un bouquin qui est vraiment super. Ah oui, 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 tout à fait. Histoire de l'anarchisme. Et c'est aux éditions. C'est aux éditions Nadal. Voilà. Oui, oui, tout à fait. J'ai pas les. Où est-ce que j'ai vu du Céline tout à l'heure? J'étais en train de faire un truc, puis je vois du Céline qui traînait. Voilà. Alors, je vais vous relire un autre extrait de ce bouquin. Attendez. Où est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai vu ça? Donc ça, c'était les revues anarchistes. Et voilà, c'était ce passage. Le Réveil anarchiste de Genève publie en placard son manifeste de septembre 1939. Que dire des peuples consentant à être les instruments de tant d'horreur et d'infamie? En quel pays s'est produit un vaste mouvement de solidarité populaire pour toutes les victimes, sans oublier celle des invasions militaires nazistes? En ce moment terrible où le canon tonne déjà, où le carnage va s'intensifier, la violence d'État, n'ayant jamais écouté la voix de la raison et de l'humanité, travailleurs, camarades, sachant résister aux entraînements des pires passions que la guerre engendre. Rappelons-nous encore et toujours avec La Fontaine que notre ennemi, c'est notre maître. Et ça, je me suis dit, la violence d'État, quand même, aujourd'hui, il y a quelques pays où on la sent bien. N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai vu ce beul tout à l'heure? La
définition parfaite du sbeul. Voilà. Donc magnifique petit bouquin qui est pas cher, qui est à 10 euros, avec des illustrations et tout. Un conseil, achetez-le. Alors, j'ai trouvé à nouveau Yanis Ritsos. C'est pas possible, je peux plus m'en passer. Je peux plus m'en passer. Et j'adore cet auteur. Je vous ai dit la semaine dernière que on avait fait une lecture en langue française, parce qu'on ne connaît pas le grec. Par contre, avec Jim, qui est au Texas, Paul, qui est en Équateur, et Jacqueline, qui est à Paris, on a écouté des textes de Ritsos en grec, et de la musique, enfin des poèmes de Ritsos lus et chantés par Mélina Mercouri, et c'était magnifique. Le somnambule et l'autre. Il ne ferma pas l'œil de la nuit. Il suivait les pas du somnambule sous son toit. Chaque pas, lourd et creux, résonnait à l'infini dans un coin vide de lui-même. Il se mit à la fenêtre et attendit. S'il tombait, il le rattraperait dans ses bras. Mais peut-être l'autre allait-il l'entraîner dans sa chute. Était-ce l'ombre là d'un oiseau sur le mur, une étoile? Était-ce l'autre? N'était-ce pas ses mains? Un bruit sourd se fit entendre sur le pavé. Le jour se levait. Des fenêtres s'ouvrirent, les voisins accoururent. Le somnambule descendait 4 à 4 l'escalier de fer pour venir au secours de l'homme qui était tombé de sa fenêtre. C'est terrible, mais j'ai rigolé quand même. Il posa sa main sur la page pour ne pas voir la feuille blanche, et il vit dessus sa main nue. Alors, il ferma aussi les 2 yeux et entendit monter en lui, enseveli, la ténébreuse, l'indescriptible blancheur. Ça, je pense que pour quelqu'un qui écrit, ça doit lui parler aussi. Et un petit dernier de Ritsos, zone neutre. Radio de l'après-midi, chaise, café. L'un tient un gros poisson, l'autre est en colère. Il tombe le soir un peu de fraîcheur. Les femmes enceintes mangent du blé bouilli. Le bateau siffle. Les lumières s'allument d'un seul coup. Un bout de rue brille maladroitement avec une bicyclette au milieu. Et soudain, je découvre le poème, seul, hors des mots. Voilà. Donc ça, c'est Yanis Ritsos. Hop. Hop. Ça, je l'avais copié avant. Voilà. Alors, ah ouais, alors attendez, parce que Fix Cooker m'a parlé de Céline, je crois que je dois avoir un truc de Céline, quelque part. On va pas le prendre en italien, parce que ça va être compliqué. Maudit soupir pour une autre fois. Dis-moi, Céline. Ah non, on n'a pas le droit de chanter sur Twitch. Attention. Je pense à ces gougnafiers, ces vandales-là, ces cataclysmes. D'Ulbombe, ils foutraient tout en l'air. Ça les gênerait pas. Ce serait plus qu'un cratère pourri de la maison rose au brouillard. Une ordure de plus, un galimatias de décombres. Voilà ce qui en était. Je me rassois encore un peu avec mon paquet sur les genoux. Je souffle. Sur la borne de l'abreuvoir. Je descendrai pas. C'est question d'audace, voilà. Je peux être surpris en plein Paris, en plein bordel de Dieu d'alerte. Ah, faut que je réfléchisse encore. Je regarde. C'est peut-être la dernière fois que je contemple ces forêts, ces fleurs, ces clématites, ces lilas. Là, les clos de bonne sœur, la pente caillouteuse. À gauche, justement, juste de l'autre bord de Pétain, c'est la case à Pat et Benoît, leur petit logis au rez-de-chaussée. Elles font péniche toutes les deux à la fenêtre arrière. Elles m'adressent de petits signes aimables. Faudrait que je grimpe un petit peu,
J'allais les réconforter, leur parler de la nuit terrible. Elles sont bien mignonnes, toutes les deux, c'est vrai. C'est des gentilles copines. Je renvoie des baisers de loin. Ah, on s'aime bien sur la butte. C'est drôle comme c'est foutu leur case. Absolument comme un bateau échoué sur un pan de la montagne. L'arche de Noé échouée là, et ses deux colombes à la fenêtre. Ma nénette trotte, je suis au souvenir. À quel souvenir? J'en ai connu des arches, des vraies, des arches à copines et copains. Des vraies flottantes sur des vrais flots, sur les remous des boucles. Bougival, Suresnes, la râpée, Dieu. Quelle vie on fait là-dedans. Brouillard, la jeunesse. Ah, quelle péniche. Maïs sur la Malamawa, le chabané, taillard et liane. L'eau qui ondoie, volte, chuchote au ras du piano, virevole, l'écho qui s'emporte, les notes, le pont, le soir, Notre-Dame. Notre bon colonel Camus à l'accordéon, l'abeille qui nous hale, les cloches encore, Bougival, Rueil entre les peupliers, le tram à Quincaille, le 14, les brumes encore, le temps parti, Élisabeth, Roger la complainte, les branleuses, les obscènes à sous, leur cul pour une thune, les quais gluants de foutre, les cris des violets pédés, les flics, leurs chiens cacours aboyeurs. Quel hurlement encore. Je sursaute, je palpite, merde, je m'étais assoupi là sur la borne de l'abreuvoir, en bas de la montée des cailloux. Quelles atrocités, quelle douleur, quelle sarabande m'accapare, m'enveloppe, m'emporte, aussitôt que je laisse aller, Dodeline roupille un moment. Ma péniche, ma tête est pleine de riz, de mort et souvenirs. Merde alors. Debout, sale hanté. Crève, coule, emmerde pas l'eau, la brune, les divines pâleurs, l'ombre des arches, le séjour moite. Un peu de courage, cœur perdant. Voilà, c'est Maudit soupir pour une autre fois. Et en sous-titre, c'est une version primitive de Féerie pour une autre fois. Alors, je marque ça. Hop. Je ne vous mets pas le prénom, je crois que vous connaissez, donc ça fait moins long pour copier. Donc ça s'appelle Maudit soupir pour une autre fois. Et c'est également chez Gallimard. Gallimard, c'est... Bon, elle était facile celle-là. Alors. Hop là. Alors. Ouais, c'est un sacré texte. Tu connais pas ce livre-là, FX Cooker? C'est trop bête. Je fais plus attention, je regarde les fleurs, les tombes autour. C'est l'épanouissement partout. Les marguerites, les roses, jaunes, rouges. Vraiment, c'est la profusion. Clématite, jacinthe. Des beautés de couleurs fraîches comme ça n'existe qu'au cœur d'été. En plein moment où tout palpite. Où la joie des plantes exubère, tourne folle en tête. Que les papillons, les piafs voguent à portée, ivres. Posent, butinent, titubant l'air d'odeur. Ah, puis il y en avait encore de juin. Des géraniums incarnats à pas croire ses yeux de violence. En pente, tout ceci de l'inclinaison des allées. Vous voyez ce que je veux dire? Le couchant de la butte, entre Colincourt et Geoffrin. L'enclos des Troènes. Cimetière privé presque. Enfin, mettons 200-300 tombes. Et tout à l'extrême. Au lapin, en bordure de rue. Des peupliers, des acacias. Pas un arbre triste. Juste un petit sapin dans un coin. Mais tout en haut, le vent passé, la moindre brise. C'était un bruissement. Toute la voilure de Montmartre, tout un froufrou vert sur le bleu. Oh non, j'ai pas lu Bruno Le Maire, il paraît que c'est génial, mais il y a pas de, il y a pas, il y a pas de passage très érotique. Non non, mais ça c'est un petit, voilà, petit bijou de c'est. Ah, il faut surtout pas le lire. Bon, zut alors. Moi qui avais fait des économies, j'aurais dû te téléphoner parce que Alain Freudiger au téléphone chez Eurolimite. Alors c'est un auteur que j'adore, Alain Freudiger. Je trouve qu'il est très inventif. Une semaine, ah, parce que toi tu l'as lu? T'as lu Bruno Le Maire? Non. Je rigole ou... Et alors, ça donne quoi Bruno Le Maire? C'est une expérience
C'est un choc littéraire, j'imagine. Ah, juste les bonnes pages. Ah, il y a des bonnes pages. J'ai vu quelques critiques. J'ai vu surtout sur Twitter. Ah bah elles étaient pas bonnes. Ah d'accord. J'ai vu surtout sur Twitter des détournements d'extraits de Lemaire, plus que le texte en lui-même en fait. Euh, et ça m'a beaucoup amusé. Je me suis dit, il faut que j'achète. Mais si on va s'arranger, si. Ah, mais tu vas peut-être pas acheter. Zut. Alors, Freiliger, euh, au téléphone, est-ce que j'avais marqué? Ouais. Euh, ouais, alors je disais qu'Anna Freiliger, j'aimais beaucoup. C'est un auteur qui est vraiment très inventif et qui traite des termes. C'est un plaidoyer pour l'exil en Suisse, à lui tout seul. Ah, je me suis pas exilé en Suisse après avoir lu Bruno Le Maire, hein. Parce que je crois qu'il en a écrit d'autres en plus. C'est pas son premier. Alors, j'adore en fait, c'est un petit peu tout ce qui peut parler du téléphone, mais que ce soit l'ancien téléphone, le téléphone d'aujourd'hui, le Natel, le portable, pardon, tout ça. Euh, à travers l'appel sur smartphone ne vient pas seulement la voix de l'autre, mais très rapidement d'autres sons, autres voix. Foule, sirène, annonce ferroviaire, trafic motorisé, bribes de musique ou bruit d'eau, tout un contexte sonore. Le ton de voix de mon interlocuteur, murmuré, hurlé, posé, haché, complète ce contexte. De la même manière, je lui transmets une part de mon environnement. Autres personnes présentes, géographie sonore, acoustique générale, forêt, hall de gare, salle de bain, qui s'invite en matière sonore dans notre échange pourtant perçu comme simple conversation. C'est qu'un téléphone est d'abord une connexion entre deux appareils, et après seulement entre deux êtres humains. Le téléphone n'a pas besoin de communication, la connectique lui suffit. Je trouve ça génial. Et puis un petit dernier. Entendre quelqu'un respirer au téléphone, mais ne dire mot, est une expérience qui invite à l'effroi. Tu es là, mais comment? Et qu'est-ce que tu fais en même temps? Ta présence est une hantise, une écoute, un corps imposé sans parole, une forme brute. Alors, puis il y en a un tout petit dernier que je voulais vous dire. Les fils du téléphone où se posaient les oiseaux, savaient-ils tout des discussions qui passaient? Parfois, bien informé, un corbeau. Voilà. Alain Freud-Digger au téléphone, aux éditions Hérolimite, qui est un éditeur que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je diffuse en Suisse les éditions Humus parce qu'elles ont été reprises par les nouvelles éditions Humus et il y a des baisses de prix, puis des trucs comme ça, puis on met les bouquins en avant. Et là, c'est assez amusant, c'est un tout petit bouquin, vous voyez la taille, un tout petit bouquin, il y a toute une collection de livres comme ça. Et en fait, c'est Roland Topor, voilà, avec son frère Nicolas Topor, qui, je dis son frère, ça se trouve c'est son père ou son fils, qui fait les dessins. Je vais vous donner la définition du mot, vous allez essayer de trouver. Je possède la plus insatiable des mémoires qu'ogre jamais mue. Une épouvantable faim de données toujours plus nouvelles fait grincer mes disquettes. Mon clavier claque des dents, mon écran s'obscurcit. Mes bottes de 7 lieues ont été bouffées par une souris. L'ordinateur. Afin d'acquérir les réflexes nécessaires à la chasse au point noir sur un visage d'adolescent, les enfants s'entraînent à presser mes boutons. Le jeu vidéo. J'adore Topo. Ah, c'est génial. Du sang de navet bout dans mes veines.
ressort à peine bronzé par la poudre noire qu'il traverse. Je ne fume que des filtres. La cafetière électrique. Voilà. Donc ça c'est... voilà. Ça c'est au téléphone. Non, c'est pas au téléphone, c'est le gratin des objets du XXe siècle. Et hop. Et c'est chez Humus. Hop là. En fait, je suis obligé de taper parce que je vais pas jusqu'au bout de mon Word. Voilà. Et chez Humus, il y a un autre auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu quasiment tout ce qu'il a écrit. Qui était un gars très... C'est marrant parce que c'est les almanachs Balthazar. Et en fait, c'est marqué en dessous traité de gaieté, festin humoristique. C'est vrai que Henri Rourda, c'était quelqu'un de très drôle qui a fini sa vie en se suicidant. Je ne sais pas si... c'est toujours... Ah, je vais vous lire le quatrième de couve, parce que ça... L'humoriste Henri Rourda a réalisé 4 almanachs Balthazar entre 1922 et 1925. Devenu introuvable, il se reproduit ici en facsimilé en intégralité. En parodiant la formule traditionnelle de l'almanach, Rourda a pu donner libre cours à sa fantaisie débridée. Dans tous les numéros, on trouve des slogans pour vanter les vertus de la publication annuelle. L'almanach Balthazar est le seul qui ne jaunisse pas en vieillissant. L'almanach Balthazar est le seul qu'on puisse lire en mangeant. Porté en bandoulière, sous la chemise, l'almanach Balthazar guérit les points intercostaux. On peut lire l'almanach Balthazar couché, assis ou debout. Si vous voulez faire plaisir à un aveugle, lisez-lui l'almanach Balthazar. Si vous voulez faire plaisir à un sourd-muet, montrez-lui les dessins de Varet dans le Balthazar. Le bonheur, c'est de lire tête à tête avec la femme qu'on aime, le joyeux Balthazar. Et une pensée, l'orgueil va devant l'écrasement, l'humilité devant les coups de pied au derrière, et l'almanach Balthazar au devant du succès. Voilà. J'adore. Rourda, c'est vraiment un auteur que j'adore. Alors, je vais vous lire d'abord mai, parce que mai dans le mois de mai, il y a le 1er mai. Je ne sais pas ce qui s'est passé des trucs le 1er mai. Le 1er mai, il faut que je vous dise un truc. Le 1er mai, c'est pas la fête du travail, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. C'est la fête des travailleurs et travailleuses. Il ne faut pas confondre. On n'est pas là pour fêter le fait de travailler. Enfin, je ne sais pas si vous avez envie de fêter le fait de travailler. Moi, je préfère fêter les travailleuses et les travailleurs. Le 1er mai, le travailleur dépose sa pioche, sa pelle, son marteau, son burin, son balai, son bistouri, sa machine à coudre et ses autres instruments de travail. Alors, il se sent souverain. La fête des droits des travailleurs et travailleuses même. Ouais, tout à fait. Il a parfaitement raison. Même... Attends, où j'en suis ? Il a parfaitement raison. En augmentant progressivement le nombre des dimanches de l'année, l'homme prouvera qu'il s'affranchit peu à peu du joug de la matière. Mais la portée morale du 1er mai serait encore plus grande si, ce jour-là, on voyait travailler avec une énergie sauvage les distingués flemmards qui, le reste du temps, se contentent d'être méditatifs et végétatifs. Cela ne compromettrait pas leur santé. Quand le 1er mai est un dimanche, les gens intelligents le fêtent le 2 mai. Il conviendrait de prendre une mesure analogue pour le 1er janvier, les jours de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, qui sont des jours de repos auxquels nous avons droit. C'est le 1er mai que les hirondelles reviennent dans notre pays, car l'hirondelle a 2 patries, la froide et la chaude. Elle séjourne dans la froide quand elle est chaude, et dans la chaude quand elle est froide. Le double patriotisme de l'hirondelle n'a rien de profond. L'hirondelle vole avec la rapidité du zèbre, lequel d'ailleurs vole très rarement. Au mois de mai, on entend les premiers chants de Mademoiselle Octavie, car elle donne alors ses leçons la fenêtre ouverte. Il y en a pour tout le quartier. Ne faites pas en mai votre confiture de pruneaux, votre confiture de pruneaux, mais beurrez déjà les pots. Le 1er mai, il y a toujours quelques imbéciles qui font éclater des pétards en l'honneur de la liberté. Mais le pétard est heureusement une arme à 2 tranchants. Voilà. Ça, c'était le mois de mai de l'almanach Balthazar. Voilà. Et voilà, c'est... Oui, les droits des travailleuses et travailleuses. Alors, j'ai un autre extrait, c'est la vache. J'ai trouvé que c'était magnifique. Il y a plein d'animaux dedans, mais la vache. On l'a dit et redit.
et l'on a eu raison. La vache n'est qu'un pis-aller. C'est pas mal quand même. Hein. Mais ne parlons pas d'elle avec dédain. La vache est une machine admirable qui, en quelques heures, transforme 32 kilos d'herbe fraîche en 11 litres de lait. Elle n'a jamais voulu nous apprendre son procédé de fabrication. Qu'elle ne soit donc pas vexée si nous refusons de lui dire comment on transforme le lait en fromage. La vache ne sera jamais tout ce que les hommes lui doivent, car celui qui la traite se place derrière elle, de façon à ne pas être vu. Il arrive à des jeunes gens belliqueux de crier « Mort aux vaches !» Constatons avec satisfaction que cette expression violente ne s'adresse qu'à certaines vaches spéciales qui ne donnent pas de lait. Des voyageurs célèbres nous ont appris que la vache espagnole danse mal. Ayons le courage de reconnaître notre patriotisme, dit-il en souffrir, que la vache fribourgeoise ne danse guère mieux. Il est bon d'avoir mangé dans sa jeunesse de la vache enragée. Cela permet de juger plus équitablement le roast-beef véritable. Lorsque la vache regarde passer un train, son visage prend une expression stupide. Cela s'explique facilement. La vache tombe amoureuse de tous les trains qui passent. Elle est particulièrement émue la nuit lorsqu'elle voit s'éloigner les deux gros yeux ardents qui flamboient à l'arrière-train du train. Voilà, Henri Rourda. Ouais, alors il n'y a pas que ça de Rourda. Hein. Il y a pas mal de bouquins. Il y a entre autres un bouquin où justement il parle de comment il va faire pour se suicider. Et il fait paraître et puis il se suicide après. Voilà. Mais il a fait un bouquin sur le sur il était enseignant. Il a fait un bouquin sur l'école qui est pas mal. Il faudrait que je sais pas où il est. Ah, je l'ai peut-être en face là. Je vais regarder si je l'ai là. Ah mais oui, Henri Rourda. Alors Henri Rourda. Voilà. Ça s'appelle. C'est chez Humus aussi. C'est chez Humus aussi. Et ça s'appelle Le pédagogue n'aime pas les enfants. Allez, je vous lis un extrait. Je le répète. À l'école, on est pressé. En vue des interrogations réglementaires, on se hâte de mettre l'écolier en mesure de montrer qu'il sait quelque chose. Et pour cela, on lui remet des manuels contenant des résumés facilement récitables et dans lesquels, s'il est studieux, il s'instruit rapidement. Ces résumés auraient de l'utilité pour des enfants qui, pendant des années, auraient beaucoup observé, manipulé, comparé et questionné, qui auraient éprouvé des sensations de toutes sortes et fait une provision d'expériences et de souvenirs. Mais on les fait apprendre à des débutants qui ne savent rien. Les manuels scolaires, qui à notre époque sont fréquemment illustrés, contiennent essentiellement des mots. Ce sont des mots que l'enfant essaie de fixer en sa mémoire quand il apprend sa leçon. Or, les mots dont le pouvoir évocateur est si merveilleux définissent bien mal les choses absolument nouvelles. On demande à des fillettes de 8 ans qu'est-ce qu'un verbe, et docilement elles débitent la définition du livre. Mais longtemps encore, elles auront de la peine à reconnaître les vocables qu'elles ont si bien caractérisés en termes abstraits. L'abus des mots doit avoir pour les écoliers cet effet de décoloriser l'univers. Ce n'est pas en leur apprenant des noms, encore des noms et toujours des noms, qu'on leur révélera la richesse de la nature et la diversité de ses aspects. D'ailleurs, la monotonie de leurs tâches les empêche d'apercevoir le relief, plus ou moins accusé des choses. S'ils s'exposent à la même mauvaise note en ignorant ceci qu'en ignorant cela, comprendront-ils que ceci est beaucoup moins important que cela. Voilà. Le pédagogue n'aime pas les enfants. Hop. Tac, tac. Je vous remets ça. Hop. Et ouais, j'adore Bouddha. Il y a des petits bouquins. Voilà. Alors, où j'en étais. Je relirai un petit extrait de Mauvais soupir pour une autre fois, juste avant la fin du Twitch. Alors, je vous
vous ai parlé que j'ai... je ne sais pas si je vous ai dit, je suis allé écouter, avec mon amoureuse, on a été écouter 2 fois Jacques Roman, qui faisait des lectures à Lutry. Et c'était extraordinaire. Extraordinaire, entre autres, un texte sur comment on appelle ça, la frontière. On est au bord du lac quand même. En face, on est sur le Léman, donc d'un côté il y a Lutry et de l'autre côté il y a Évian. Et donc il parle de la frontière. Il y a une frontière dans le lac. Mais là je vais vous lire Profération, c'est aux éditions Isabelle Sauvage, de Jacques Roman. C'est là, glissant, pataugeant, tombant, se relevant, attelé, hâlé par le travail bruyant d'une machine lointaine, s'arrêtant brutalement, se remettant en marche comme un hoquet, c'est là, maugréant, exhalant les mots, un haut-parleur lui renvoyant infernale sa respiration haletante, hachée en joie, ses crachats, soupirs, couinements et autres existences sonores de sa machine à plein tuyau. Il est évident, dis-je, que l'on entend quelquefois des cris d'oiseaux dans la porcherie. Les pioufortes retentissent de la même voix que celle de l'homme. Ils proviennent du haut-parleur. Il n'est pas interdit d'imaginer une voix différente, celle du mécano sadique de cette machine invisible. J'en ignore la nature. Au théâtre, cela pourrait durer 1 heure comme 2 jours. Et ça s'intitule Venu mal tourné, l'intitulé de ce petit texte. Alors, hop, Jacques Roman. Ah ouais, si vous avez l'occasion de découvrir ces livres, Jacques, il y a une quantité de livres, je ne sais pas combien il en a fait, exactement une bonne trentaine. C'est vraiment des... Je vais vous lire un autre extrait. C'est un autre éditeur. Parce que, hop, j'ai trouvé Isabelle Sauvage. Hop. Voilà. Ça s'appelle Situation générale hier soir. Le C, l'appelé, l'égaré baudruche, captif d'une ligne à haute tension. Tous les feux à la fin valent la chandelle. L'hôtel est borgne, c'est entendu. Sous les jupes des femmes, dans la tête des hommes, entre les cuisses, dans les livres, et dans l'herbe, dans le singe, la vache et le dindon, à contre-jour, commerce des morts, du sang, de la merde, des mots, des nerfs, des phrases, tout un monde stupéfié. Le C l'appelait, terré, enterré, asphyxié, ruminant vulgaire, une douleur, ou partagé, a fui sa demeure. Quelque chose aboie en moi au bout de moi, aboie pourtant, abruti, bafouillant, idiot, le Raoul de ces mots inscrits dans le carré tracé en pointillé et réservé au timbre. N'écrire que sur le côté, réservé à la correspondance. Quelle écriture! Quelle écriture! Allez, un autre petit extrait, puis après, je finis par Céline. Serpent, cochon, colombe, ici coup de raccro par hasard. Énervé, irrité, l'appelé à la nausée exaspérée. Ton esprit a le hoquet. Ébranlé, lâche, renégat, oui combien. Ici un instant accablé de la tête a fait non. À qui était-ce manqué? Et qui pardonnerait cet abandon? Ou qui même l'apprendrait et le dénoncerait? L'écoute a repris de la cruelle raison au plus clair de la nuit. La moitié d'un sourd échoué ici, autorisé. Ici, ennui, routine, asphyxie, fagot d'épines ici. Que le silence et l'amour engendrent des races rebelles. Marcheurs appelés sur le bord sûr du sens sont définis, nation, tuerie, boucherie, putréfaction sempiternelle, nouée, dénoueur sans sommeil. Le vertige n'en veut plus, la recrachée. Heurtoir au poing sur les talles de bois, répond radio. J'ai mémoire des chouettes clouées aux portes des granges, une enfance dans l'ombre de du prédateur, des crises de foi et des crises, la bouche emplie d'eau et de cailloux,
où inconnu rêvait la première personne enchantée du pluriel, c'est de l'homme, la demeure encore inexplorée de la chance. C'est magnifique. Enfin, franchement, Jacques Roman, puis en plus, si vous avez envie, enfin, c'est vraiment à lire à voix haute, c'est un bonheur encore supplémentaire. Et ça, c'est situation générale hier soir. Hop, hier soir, hop, et c'est aux éditions. Qu'est-ce que c'est comme maison d'édition? C'est vraiment cette maison d'édition que je ne connais pas comme ça. Parole d'Aube. D'accord. Donc, édition Parole d'Aube. Voilà. Je tape avec deux doigts, hein, donc voilà, il faut le temps. Allez, je termine par des maudits soupirs pour une autre fois. Et je vous dis à mardi prochain, je serai là. Je ne sais pas trop ce que je vous lirai. Si vous avez lu des choses entre deux, n'hésitez pas. Tiens, il parle de manuscrits à l'intérieur, allons-y. C'est une idée un peu lutin qui me vient d'un coup. Elle me vient soudainement, je raffole des danseuses. Toutes les élèves de Lucette, je les adore. Celle des Gorova aussi, et celle de Wacker. Oh, à ma façon, n'est-ce pas, ma façon. Croyez pas que je me jette dessus. Je garde de mes temps d'Aran un de ces mépris pour les clients, orant, payant, pressurant, haletant, bave au coin, que je suis d'un fier avec les dames. D'une correction une fois pour toutes. Ah, la galanterie, je dégueule, mais je pâme devant l'anatomie, la physiologie, ondes et airs, ces grâces de sylphide, la musique en chair, là, en vif, entrée, une pointe. Je suis dingue, j'avoue. Voyeur en somme, voyeur, n'est-ce pas? Catastrophe à Dash, le manuscrit foutre. J'irai chez Émile, mais repasserai par chez Wacker. J'irai, moi, j'irai. Attends-moi. C'est du rendez-vous. Elle est plus tranquille. Il y a les attentats, les assassins, les bandes armées, les vitrioleurs, les grenades, les camions qui vous foncent dessus et les alertes. Tu ne retourneras pas à Baison? Non, chez Émile, je te retrouve. Ah, je réfléchis, je vous froisse peut-être. Vous aimez peut-être pas la danse? Vous préférez les femmes qui pèsent, qui enfoncent dans les lames de parquet, qui ont des gestes comme des sémaphores, qui attrapent les tasses comme une haltère? C'est le vice, n'est-ce pas? Faut l'avoir. L'avez pas? Vous ne comprenez pas? Les cuisses si musculeuses ailées, les corps à musique, des idées. Il n'y a rien dans les livres. Oh, mais je vous quitte, il semble. Je file après des fantômes. Pauvoisie, pauvoisie. Vous n'avez pas acquis ce livre pour être fourvoyé. Je dois vous poursuivre mon histoire. Je suis en train de réfléchir sous la porte cochère. Ah, je promets tout à Lucette. Je remonte place Clichy sans perdre une seconde aussitôt que j'ai fait ma course, remis ce trésor à Émile. Un trésor, je l'affirme. De ces romans, tonnerre de Dieu, que la littérature française en est appauvrie pour toujours. La preuve qu'ils les ont brûlés, 3 manuscrits presque, les justiciers épurateurs ravageurs, pas laisser un atome de cendre. Je me vois encore sur le trottoir, je me tâtais les flancs par exemple. Ah, j'étais sonné. Fracture 2-3 côtes, tant pis, tant pis. Vous voyez un peu le caractère. Là, tout d'un coup, moi qui m'en fous absolument de mes stances, épîtres, légendes, voilà qui me deviennent d'un chéri, précieux. 3 romans en plus. Le poids du paquet. Vanité, j'admets. Bile versée. Un petit bout d'escarbille, ça flambe et voilà. Ça peut brûler, faire éternuer juste une souris. La terre s'en trouve ni pire ni mieux, ni plus gracieuse, ni plus boueuse, ni plus trembloteuse sur son axe. Sauf qu'il peut, mes feuilles flûtent quand même. Voilà que j'y tiens à défier tout, braver encore 300 000 périls, même avec 3 côtes défoncées, la tête à berlu, assassin, conjuré, camion, à mon avoir mes fièvres, en bilboquet des muses. J'avertis Lucette. Je vais leur chercher refuge. Chez Émile? Oui, non, je me ravise. Je veux que ce soit tout à fait secret. Qu'elle-même, Lucette, sache rien. Se doute même pas où je vais enfouir mes papyrus. Et c'est assez drôle parce que
Euh, Là, il y a une note qui est quand même pas les notes de Gallimard d'aujourd'hui, hein. Sur le nombre et l'identification des manuscrits laissés en 1944 dans l'appartement de la rue Gérardon, Céline n'est pas plus précis dans cette version que dans les œuvres publiées. Trois manuscrits ici, trois, quatre, je dirais sans compter. La légende, mais trois légendes et deux romans. Outre différentes versions de Guignol's Band qui ont été retrouvées, on sait aujourd'hui que Céline avait bien, comme il l'a toujours affirmé, écrit de première version largement développée de Casse-Pipe et de la légende du roi Krogold. Dans toute cette partie de la version B, Céline fait état de son projet de mettre ses manuscrits en sûreté en les confiant à son oncle. Mais la précision donnée dans ce passage semble impliquer que ce projet n'avait finalement pas abouti. Et de fait, les manuscrits d'œuvres en cours étaient, d'après les souvenirs de Madame Détouche, restés dans l'appartement. Ils sont maintenant réédités. Mauvais soupir pour une autre fois. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie toutes et tous. Euh, J'étais très content d'être là ce soir. Merci FX Kuka pour tes remarques totalement pertinentes, comme la fête des des travailleurs et des travailleuses. Et puis je vous dis à merci et puis à mardi. À merci, merci, merci beaucoup. Je vous embrasse. Salut.